C'est si simple en 10 minutes. Merci Philippe de me donner la parole. Je suis très honoré d'intervenir à ce Conseil national. Alors, moi, par rapport au financement, je dirais 3 choses. La première, c'est que notre financement, il est à l'image de notre système de santé, c'est-à-dire en inadéquation totale avec le nouveau monde. Ce n'est pas étonnant, puisqu'il était créé dans un monde qui n'existe plus pour la plupart, il y a 70 ans. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas réformer un système de financement sans réformer l'ensemble des autres éléments du système de santé, que sont l'organisation des soins, les modes de paiement, la gouvernance, etc. Et je prendrai l'exemple de la gouvernance, qui est absolument centrale. On a une gouvernance qui est dans une impasse, et tant qu'on ne sortira pas de cette impasse, à mon avis, on ne réglera rien, et ça sera la continuité dans le déclin. La troisième chose, je dirais 2 mots sur, à mon avis, la réforme du système de financement qu'il faut faire. Alors, il est à l'image de notre système de santé, c'est-à-dire qu'il est d'abord 5 points. Il est hospitalo-centré. On dépense 13 milliards, toutes choses étant égales par ailleurs, on dépense 13 milliards d'euros de plus que les autres pays à l'hôpital et 18 milliards de moins à la ville. On a la médecine de ville la plus coût-efficace au monde, mais évidemment, avec le virage ambulatoire, avec ce rapport-là, vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc, le système de financement en pâtit, puisqu'évidemment, ça coûte moins cher, on le sait, de soigner les gens en ambulatoire. Deuxième chose, c'est qu'il est curativo-centré. Comme le reste de notre système de santé, on attend que les gens soient malades pour les soigner et on rembourse des soins principalement, que ce soit les complémentaires santé ou l'assurance maladie. Et là, principalement, je parle structurellement, et là pour rembourser des soins, et on sait que ça coûte beaucoup plus cher de rembourser des soins que d'intervenir avant. Et ce n'est pas des mesurettes type paquet neutre ou paquet à 10 € qui vont changer la chose, c'est un changement de stratégie qu'il faut faire. Troisième chose, c'est qu'il n'est pas pensé pour prioriser l'innovation. Ce qui est... Regardez si vous voulez là-bas, mais écoutez-moi. Prioriser, il n'est pas pensé pour prioriser l'innovation. On ne fait pas jouer la destruction créatrice qui permet véritablement de gagner en productivité et donc d'être plus efficient. Il n'a pas été pensé pour ça, même si on le fait à la marge pour les médicaments, mais on s'aperçoit qu'il n'y a que 20% des médicaments qui sont innovants, 20% en générique et 60% la plupart qui sont un service médical plutôt modéré. Sans parler de la télémédecine qu'on n'a toujours pas intégrée au cœur du système. Quatrième chose, il repose beaucoup trop sur les actifs. Toute personne qui connaît un peu le système ne peut qu'approuver de transférer les cotisations sociales vers la CSG, ce qui était proposé, mais il faut le faire de façon massive, ce qui n'est pas suffisamment proposé, et il faut le faire en expliquant la seule raison de ce transfert, c'est pas la baisse du coût du travail, parce que là on peut avoir des oppositions, on peut avoir des gens qui considèrent qu'il y a une compétitivité prix, une compétitivité hors prix. La seule raison à transférer à la CSG, c'est de rendre soutenable la sécurité sociale, c'est de renforcer la sécurité sociale. On ne peut pas garder durablement le financement de la sécurité sociale sans ce transfert-là. Tout un tas de raisons, on n'a pas le temps de le voir. Voilà. Bon, il y a 4 points qui montrent qui sont autant de points de réforme à faire. Ça, c'est l'état des lieux qui, j'espère, est partagé par tout le monde parce qu'il est factuel. La deuxième chose, c'est la gouvernance. Les politiques n'ont pas été inactifs pendant ces 20 dernières années, puisqu'ils ont fait chacun une loi, mais qui a tous été dans le même sens, qui a été d'étatiser la gouvernance. D'accord ? Il y a un choix qui a été fait il y a à la fin des années 90, qui a été d'aller vers un modèle à l'anglaise en matière de gouvernance. Or, je ne dirais pas qu'il y a des bons et des mauvais systèmes de santé, mais le critère de choix pour définir un modèle de santé, il est éthique, il est philosophique. C'est à la population de choisir. Il y a un modèle à la française, qui est basé sur le modèle des droits égaux, de la justice sociale. Puis il y a le modèle à l'anglaise, qui est ultra dominant partout dans le monde, qui est le modèle utilitariste, qui fait qu'on s'intéresse à la satisfaction totale, à l'utilité totale, peu importe si une partie de la population est laissée sur le choix. Puis il y a le modèle ultralibéral à l'américaine, qui est basé sur le citoyen autosuffisant. Ce que je veux dire par là, c'est que 3 choses sur la gouvernance. L'étatisation est une impasse. D'abord, elle n'est pas assumée politiquement. Je lisais dans un grand journal il y a quelques jours mais Nicolas Revel nous le confirmera ou pas, c'est à titre d'exemple, c'est anecdotique, mais que la ministre réunit tous les lundis matins les 5 administrations centrales, plus le directeur général de l'assurance maladie. C'est vrai ? C'est vrai ou pas ?
C'était dans un grand journal. Mais non, mais Nicolas, c'est grand, il va se défendre tout seul après. Mais d'abord, c'est pas lui. Il n'y a pas meilleur défenseur du modèle à la française que Nicolas Revel. Donc je le dis de toute façon, s'il le fait, c'est qu'on lui demande de le faire. Bon. Mais non, l'assurance maladie n'est en rien une administration centrale. D'accord ? Il y a des conventions nationales d'objectifs et de moyens pluriannuels, puisqu'il y a une délégation de l'État à l'assurance maladie pour assurer la gestion opérationnelle à travers ce qu'on appelle une démocratie sanitaire. Alors la démocratie sanitaire, c'est comme la démocratie politique, c'est le pire des systèmes, mais c'est le seul qui marche en protection sociale, en particulier quand on est un pays comme la France. Donc c'est compliqué, mais c'est pas pour ça que c'est pas celui qu'il faut évoquer. Aujourd'hui, personne qui est un peu avisé sait bien que le système de démocratie sanitaire est par terre, mais parce qu'on ne peut pas être étatiste et être un démocrate sanitaire. Et c'est marrant parce qu'on voit beaucoup d'étatistes faire des congrès et défendre la démocratie sanitaire, c'est un petit peu antinomique. On pourrait prendre un autre exemple. Ce quinquennat démarre avec une anecdote, l'IRM de Bergerac, qui est une ARS qui dépense plus d'argent pour casser le privé, comme le précédent quinquennat avait démarré avec, je crois que c'est la clinique Paray-le-Monial, que l'on fait fermer. Bon, et donc, ça vient au deuxième point sur autre chose, c'est qu'on a une administration régionale, mais qui le fait parce qu'elle a un mandat pour le faire, qui est quand même là avant tout pour aller vers cette étatisation et vers, pour certains les plus radicaux, vers une nationalisation du système, la loi Touraine ayant sorti, par exemple, les cliniques privées du service public hospitalier. Moi, ce que je pense sur cette gouvernance, c'est que ça ne répond pas aux aspirations des Français. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout assumé politiquement. Vous auriez jamais, ce n'est pas la ministre demain qui va assumer que je considère que l'État doit être le garant peut-être, mais en tout cas l'opérateur en matière d'organisation des soins principales et que l'assurance maladie doit être dans mon bureau tous les lundis matins pour être à l'écoute de ce que je dis. Donc ce n'est pas assumé. Comme la deuxième dérive n'est pas assurée sur la chose, et il y a un candidat à l'élection présidentielle qui l'a fait à ses dépens, qui est, mais attendez, cher Thierry, que j'aille au bout avant de sauter, qui est d'avoir confié une partie des soins, on va dire les soins, les soins du petit risque ou les soins courants, pardon, pilotés par les complémentaires santé, qui n'ont strictement aucun rôle à jouer dans la gouvernance de l'organisation des soins. Elles ont plein d'autres rôles à jouer, elles ont tout à fait un rôle important à jouer. Mais à travers ces réseaux de soins, on a petit à petit, on a confié un candidat qui était un peu loin parce qu'on lui a soufflé que c'était ça la direction qu'il fallait prendre, mais c'est pas moi, hein, c'est l'assureur, mais qui ont voulu que finalement il fallait au bout. On a vu comment ça a été suicidaire politiquement. Donc on est quand même dans cet élan qui a été pris depuis 25 ans, qui, à mon avis, n'est pas du tout celui souhaité et souhaitable. Alors, dernier point sur... Quelle solution sur la gouvernance ? Il faut une réforme systémique si on veut adapter, remettre sur les rails du XXIe siècle notre système, qui reste un excellent système, il a juste déraillé. Alors, sur le plan du financement, parce que le reste, il faut le faire aussi, mais on n'a pas le temps c'est pas le sujet du jour. Avant de voir les réformes techniques, je pense qu'il faut poser des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi ? Seule l'assurance maladie assure la gestion opérationnelle, l'organisation des soins et les négociations avec les professionnels de santé. Aucun autre acteur. Et autour de cette assurance maladie, c'est à travers cette démocratie sanitaire qui, je l'entends, est à réinventer. C'est plus au syndicat simplement de la faire que le fait. Deuxièmement, je pense qu'il faut un financement privé qui soit remutualisé. C'est-à-dire qu'on arrête ces contrats collectifs, ces contrats individuels, mais que vous avez une mutualisation sur l'ensemble de la population, qui est la base du mutualisme, où il ne faut pas séparer les différents risques et les remutualiser dans un ensemble. Après, troisième fondamental, c'est évidemment le respect des valeurs fondamentales du système français. Certes, il est unique, c'est plus facile d'avoir un modèle à l'anglaise, même si c'est moins efficace, mais il y a la liberté de choix de son professionnel de santé, il y a l'autonomie des professionnels de santé, etc., qu'il faut que le système garantisse. Un rôle majeur pour l'assurance maladie qui organise et qui rembourse, et alors quel est le rôle des assurances complémentaires ? Alors, les assurances... Il y aurait des cotisations obligatoires. Après, sur le technique, oui, il y aurait comme l'automobile. Il y aurait une cotisation. Enfin, on y est déjà, 96% de la population est couvert aujourd'hui. Mais c'est repenser la structuration de cette... Qui fait quoi ? On arrête d'avoir ces deux étages-là. Vous avez une assurance santé universelle privée et l'assurance santé universelle de base. Qu'est-ce que ferait l'assurance privée si l'assurance maladie obligatoire techniquement, oui, mais avant de voir le technique, je dis, c'est important de savoir que le financement qu'on va donner à l'assurance santé
privée ne va pas permettre à l'assurance santé privée de créer son propre système de santé à la marge de l'assurance maladie qui aura le sien, et de multiplier les systèmes d'assurance santé où vous creusez les inégalités, comme aux États-Unis, par l'intermédiaire de ce remboursement différencié. Donc attention, c'est que vous avez les valeurs fondamentales, c'est qu'il y a une responsabilité du patient, donc on oublie le tiers payant généralisé, au-delà des problèmes que ça pose aux médecins, mais il est évident que la santé gratuite va à l'encontre de réinventer un modèle à la française. Le remboursement différencié va à l'encontre de ne pas donner du pouvoir dans l'organisation des soins aux financeurs privés, par exemple, pour laquelle je m'y suis opposé. On n'arrive pas à comprendre quel serait le rôle des assurances complémentaires dans votre schéma. Les assurances financement. Donc, techniquement, vous décroisez le financement des prestations de soins. Alors, on ne joue pas sur le petit risque, sur le gros risque, mais vous allez au bout de la logique actuelle, qui est que vous avez des prestations de soins. Vous prenez les prothèses dentaires, qui sont aujourd'hui quasiment uniquement financées par les assurances complémentaires. Donc, demain, elles le sont uniquement. Vous pouvez avoir les transports qui sont en partie financés par... Donc, vous avez une prestation de soins qui est uniquement financée par les complémentaires, à travers une assurance. Donc, on redéfinit le panier de soins. Et ça, je suis d'ailleurs assez content, parce que c'est à certain temps que je défends ça. Aujourd'hui, la Cour des comptes sorti, c'est qu'il fallait faire ça. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord qu'il faut décroiser. La Cour des comptes a fait plusieurs hypothèses. Oui, mais elle défend notamment celle-ci, parce que sinon c'est trop coûteux, c'est un moyen de baisser les charges qui sont aussi structurelles. On critique beaucoup les charges, et moi le premier sur la chose, mais c'est lié au fait que vous ayez deux niveaux de piliers qui le font. Je pense qu'il faut un contrat homogène standard pour avoir un contrat repère pour faire jouer la concurrence, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec les complémentaires santé, puisque les garanties sont quasiment illisibles, et c'est largement entretenu par les opérateurs, ce qui permet véritablement à ceux qui ont les principales parts de marché de conserver ces parts de marché. Donc il y a des systèmes avec des contrats homogènes standards, ce que j'ai proposé, d'autres aussi l'ont repris, qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut une agence de régulation, dernier point, des opérateurs privés, parce qu'ils sont tellement importants qu'il faut les réguler, parce que vous avez des choses comme les données de santé, qui sont des choses essentielles aujourd'hui, qui sont, à mon avis, la propriété des Français via l'assurance maladie. Là aussi, il faut que l'assurance maladie ait un contrôle, à mon avis en tout cas, beaucoup plus fort sur les données de santé, qu'il ne puisse pas y avoir d'utilisation des données de santé pour de la sélection de risques. Frédéric, alors, la question majeure qu'on se pose aujourd'hui, c'est par le financement, comment faire en sorte que les professionnels libéraux aient plus de capacité à innover, à développer le virage ambulatoire, à développer la prise en charge des maladies chroniques, au niveau de la gouvernance et du financement, en deux mots, parce qu'on a passé les 10 minutes. Au niveau de la gouvernance, il faut passer d'une... C'était le cinquième point que j'ai pas eu le temps d'aborder. Il faut passer d'un financement par le volume à un financement par la qualité. Notre système, on était sur un modèle d'accès aux soins, ce que sont les pays émergents aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fallait que tous les Français aient accès à un professionnel de santé, donc il fallait rémunérer un maximum de consultations médicales. C'est fini ce temps. Ça fait 30 ans qu'on a réussi à peu près ça. Donc maintenant, il faut, et je pense que la régulation doit venir des professionnels de santé, mais c'est un débat. C'est ni à l'État, ni à les assureurs privés, ni aux assureurs privés, ni à l'assurance maladie, même si elle doit avoir un rôle là-dedans, de réguler la qualité. C'est aux professionnels de santé. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans l'univers de la régulation pour les professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou publics? Vous avez des sociétés savantes, mais il n'y a rien d'organisé. Donc je pense qu'il y a tout à faire. Et de mon point de vue, c'est votre responsabilité de le mettre en place, mais il faut le mettre en place assez vite, de façon à ce qu'on puisse nettement mieux rémunérer de façon beaucoup plus juste la qualité. Après, quand vous avez un système de financement qui financent des soins qui sont plus productifs, qui ont des modalités de paiement qui soient plus adaptées, forcément, vous dégagez quand même beaucoup plus de revenus disponibles pour les professionnels de santé. Parce que, pour finir, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est pas qu'on dépense trop. 11 points de PIB, c'est très facile à défendre, mais c'est qu'avec ces 11 points de PIB, on a une misère sociale dans le secteur de la santé concernant les professionnels de santé. Encore une fois, qu'ils soient libéraux, on est à 25 € d'un prix d'acte. C'est là où on voit que, véritablement, il y a un vrai problème d'allocation des ressources. Merci.